Chapitre 22. Vol avec effraction. Qui va là? Dit une grosse voix, dès qu'ils eurent mis le pied dans la maison. Pas tant de bruit, dit Saïx en poussant les verrous de la porte. De la lumière, Toby. Ah, c'est toi, camarade, reprit la même voix. De la lumière, Barney. Montre le chemin à monsieur, et tâche d'abord de t'éveiller, si c'est possible. Celui qui parlait lança probablement un tire-botte ou quelque objet semblable à la personne à laquelle il s'adressait pour l'arracher au sommeil, car on entendit le bruit d'un morceau de bois tombant avec force, puis le grognement d'un homme à demi éveillé. « Est-ce que tu n'entends pas ?» dit la même voix. « Guillaume Saïx est dans le couloir, sans personne pour le recevoir, et tu es là, à dormir, comme si tu avais bu du laudanum. As-tu les yeux ouverts, ou faut-il que je te lance à la tête le chandelier de fer pour t'éveiller tout à fait ?» À ces mots, on entendit un bruit de savates sur le plancher. Puis une chandelle, à peine allumée, se montra à une porte à droite, et enfin on vit se dessiner la forme d'un individu que nous avons déjà représenté comme affligé d'une voix nasillarde et employé en qualité de garçon à la taverne de Saffron Hill. « Monsieur Saïx !» s'écria Barney avec une joie réelle ou feinte. « Entrez, monsieur, entrez. »« Allons, en avant, » dit Saïx, en faisant passer Olivier devant lui. « Plus vite, ou je te marche sur les talons. » Tout en jurant contre la lenteur de l'enfant, M. Saïx le poussa vers la porte, et ils entrèrent dans une chambre basse, sombre et enfumée, garnie de 2 ou 3 chaises cassées, d'une table et d'un vieux canapé vermoulu, sur lequel un individu, les pieds beaucoup plus hauts que la tête, et fumant une longue pipe de terre, était étendu de tout son long. Il portait un habit marron, coupé à la dernière mode et garni de gros boutons brillants, une cravate orange, un gilet à revers de couleur voyante et un pantalon gris. Monsieur Crackit, car c'était lui, avait peu de cheveux, mais le peu qu'il en avait était d'une teinte rousse et frisée en longs tire-bouchons, dans lesquels il passait de temps à autre ses doigts malpropres, ornés de grosses bagues communes. Sa taille était un peu au-dessus de la moyenne, et il semblait avoir les jambes assez faibles, ce qui ne l'empêchait pas d'admirer ses bottes, qu'il contemplait avec une visible satisfaction. « Guillaume, mon brave, » dit-il en tournant la tête vers la porte, « je suis enchanté de te voir. Je craignais presque que tu n'eusses renoncé à l'expédition, et dans ce cas je me serais risqué seul. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il poussa cette exclamation de surprise en apercevant Olivier. Il se mit sur son séant et demanda ce que cela voulait dire. « C'est l'enfant, » répondit Saïx en approchant sa chaise du feu. « Un des apprentis de M. Fagin, » s'écria Barney en riant. « De Fagin ?» dit Toby en considérant Olivier. « Ça fera un garçon sans pareil pour dévaliser les poches des vieilles dames à l'église. Il a une touche à faire fortune. »« Assez, assez là-dessus, » interrompit Saïx avec impatience, et se penchant vers son ami, il lui dit à l'oreille quelques mots qui firent rire M. Crackit de tout son cœur. En même temps, celui-ci toisait Olivier d'un air très étonné. « Maintenant, dit Saïx en se rasseyant, si vous pouvez nous donner à boire et à manger, en attendant, ça ne nous fera pas de mal, à moi du moins, ce qu'il y a de sûr. Assieds-toi près du feu, petit, et repose-toi, car tu auras encore à sortir avec nous cette nuit, mais pas pour aller loin. » Olivier regarda timidement Saïx d'un air surpris, mais ne dit mot. Il approcha un siège du feu, mit dans ses mains sa tête brûlante, et resta immobile, sachant à peine où il était et ce qui se passait autour de lui. « Allons, dit Toby, tandis que le jeune juif posait sur la table une bouteille et quelques provisions. Au succès de l'entreprise. » Il se leva pour faire honneur au toast, posa soigneusement sa pipe dans un coin, s'approcha de la table, remplit un verre d'eau-de-vie et le vida d'un trait. M. Saïx en fit autant. « Un coup pour l'enfant, » dit Toby en remplissant un verre à demi. « Avale ça, ingénu. »« Vraiment, » dit Olivier en regardant Toby d'un air piteux, « vraiment je ne... »« Avale ça, » répéta Toby. « Est-ce que tu crois que je ne sais pas ce qu'il te faut ? Dis-lui de boire, Guillaume. »« Il ferait mieux de se dépêcher, » dit Saïx en portant la main à sa poche. « Morbleu, il est à lui tout seul plus difficile à mener qu'une bande de matois,
Bois vite, petit drôle. Effrayé par les gestes menaçants des deux hommes, Olivier avala d'un trait la liqueur contenue dans le verre et fut pris aussitôt d'une toux violente, ce qui amusa beaucoup Toby Crackit et Barney et fit sourire jusqu'au farouche M. Saïx. Cela fait, quand M. Saïx eut assouvi sa faim, Olivier ne put manger qu'un petit morceau de pain qu'on le força d'avaler. Les deux hommes se renversèrent sur leurs chaises pour sommeiller quelques instants. Olivier resta assis près du feu, et Barney, enveloppé dans une couverture, s'étendit sur le plancher près du foyer. Ils s'endormirent ou firent semblant. Nul ne bougea que Barney, qui se releva une ou deux fois pour jeter du charbon sur le feu. Olivier était tombé dans un profond assoupissement, et s'imaginait qu'il parcourait encore de sombres ruelles ou qu'il errait la nuit dans le cimetière, ou bien il se retraçait quelqu'une des scènes de la veille quand il fut réveillé par Toby Crackit, qui se leva brusquement en déclarant qu'il était 1h30. En un instant, les deux autres dormeurs furent sur pied, et tous s'occupèrent activement de faire leurs préparatifs. Saïx et son compagnon s'enveloppèrent le cou de grosses cravates et endossèrent leurs redingotes, tandis que Barney, ouvrant une armoire, en tirait divers objets dont ils garnissaient leurs poches à la hâte. « Donne-moi les tapageurs, Barney, » dit Toby Crackit. « Les voici, » répondit Barney, en lui présentant une paire de pistolets. « Vous les avez chargés vous-même. »« Bon, » reprit Toby, en les mettant dans sa poche. « Et les persuadeurs ?»« Je les ai, » dit Saïx. « Et les fausses clés, les vilebrequins, les lanternes sourdes, rien n'est oublié ?» demanda Toby, en attachant une petite pince à une bride placée sous la doublure de sa redingote. « Tout est en règle, » reprit son compagnon. « Donne-nous les gourdins, Barney. Il ne nous manque plus que ça. » À ces mots, il prit des mains de Barney un gros bâton. Toby en fit autant. « En avant !» dit Saïx en tendant la main à Olivier. Celui-ci, abattu par la fatigue de la marche, étourdi par le grand air et la liqueur qu'il avait été contraint d'avaler, posa machinalement sa main dans celle que Saïx lui tendait. « Prends-lui l'autre main, Toby, » dit Saïx. « Donne un coup d'œil au dehors, Barney. » Celui-ci alla à la porte et revint annoncer que tout était tranquille. Les deux voleurs sortirent avec Olivier entre eux deux, et Barney, après avoir soigneusement fermé la porte derrière eux, s'enroula de nouveau dans sa couverture et se remit à dormir. L'obscurité était profonde, le brouillard beaucoup plus épais qu'au commencement de la nuit, et l'atmosphère si humide que, bien qu'il ne plût pas, les cheveux et les sourcils d'Olivier se raidirent en quelques minutes, imprégnés qu'ils étaient d'une humidité glaciale. Ils franchirent le pont et se dirigèrent vers les lumières qu'ils avaient aperçues précédemment. Ils n'en étaient pas loin, et comme ils marchaient d'un pas rapide, ils atteignirent bientôt Chertsey. « Traversons le village, » dit Saïx à voix basse. « Il n'y aura pas un chat dans la rue pour nous voir. » Toby ne fit aucune objection, et ils enfilèrent précipitamment la grande rue du village, complètement déserte à cette heure avancée de la nuit. Une faible lueur se montrait par intervalles à la fenêtre d'une chambre à coucher, et parfois l'aboiement des chiens venait troubler le silence de la nuit, mais il n'y avait personne dehors. Comme ils sortaient du village, 2 heures sonnèrent à l'horloge de l'église. Ils hâtèrent le pas et quittèrent la route pour prendre un chemin à gauche. Après avoir fait à peu près un quart de mille, ils s'arrêtèrent devant une habitation isolée dont le jardin était clos de murs. Sans même reprendre haleine, Toby Crackit escalada la muraille en un clin d'œil. « Passe-moi l'enfant » dit-il à Saïx. Avant qu'Olivier eût eu le temps de faire un mouvement, il se sentit saisir sous les bras, et une seconde après, il était avec Toby sur le gazon de l'autre côté du mur. Saïx les rejoignit bientôt, et ils se dirigèrent à pas de loup vers la maison. Ce fut alors que, pour la première fois, Olivier, éperdu de douleur et d'effroi, comprit que l'effraction, le vol et peut-être le meurtre étaient le but de l'expédition. Il se tordit les mains et laissa échapper involontairement un cri d'horreur. Un nuage passa devant ses yeux, une sueur froide couvrit son visage, ses jambes se dérobèrent sous lui, et il tomba à genoux. « Debout !» murmura Saïx, tremblant de colère et tirant le pistolet de sa poche. « Debout, ou je te fais sauter la cervelle !»« Oh, pour l'amour de Dieu, laissez-moi m'en aller, » dit Olivier. « Laissez-moi me sauver bien loin et mourir au milieu des champs. Je n'approcherai jamais de Londres, jamais, jamais. Oh, je vous en conjure, ayez pitié de moi, et ne faites pas de moi un voleur. Par tous les anges du paradis,
ayez pitié de moi. L'homme auquel s'adressait cette instante prière proféra un affreux jurement, et déjà il avait armé le pistolet quand Tobie le lui arracha, mit sa main sur la bouche de l'enfant et l'entraîna vers la maison. « Silence !» dit-il. « Tout cela ne rime à rien. Dis encore un mot, et je te casse la tête avec mon gourdin. Ça ne fait pas de bruit, et l'effet est le même. Tiens, Guillaume, fais sauter le volet. Il en a assez comme ça, sois-en sûr. J'en ai vu de plus âgés que lui, qui par une nuit si froide n'étaient pas plus hardis. » Tout en jurant contre Fedjin, qui avait eu l'idée d'adjoindre Olivier à l'expédition, Saïx introduisit un levier sous le volet et appuya vigoureusement, mais sans faire de bruit. Tobie lui donna un coup de main, et bientôt le volet céda et tourna sur ses gonds. C'était une petite fenêtre placée derrière la maison, à 5 pieds environ au-dessus du sol, et donnant dans un cellier au fond de l'allée. L'ouverture était si étroite que les maîtres de la maison avaient cru inutile de la garnir de barreaux. Un enfant de la taille d'Olivier pouvait néanmoins y passer. M. Saïx fit sauter le verrou qui retenait le carreau et l'ouvrit comme il avait fait du volet. « Maintenant, petit vaurien, attention à ce que je vais te dire, » murmura-t-il à voix basse, en tirant de sa poche une lanterne sourde dont il dirigea la lueur sur le visage d'Olivier. « Je vais te faire passer par cette fenêtre. Tu vas prendre la lanterne, monter doucement les marches qui sont là, en face, traverser le vestibule et nous ouvrir la porte d'entrée. Il y a en haut de la porte un verrou auquel tu ne pourras pas atteindre, observa Tobie. Tu monteras sur une chaise. Il y en a 3 dans le vestibule, aux armes de la vieille dame, une licorne bleue et une fourche d'or. Tais-toi, si c'est possible, dit Saïx d'un air menaçant. La porte de la chambre est ouverte, n'est-ce pas? Toute grande, répondit Tobie, après avoir jeté un coup d'œil par la lucarne pour s'en assurer. Ce qu'il y a de bon, c'est qu'on la laisse toujours entr'ouverte, pour que le chien qui a sa niche quelque part par ici puisse rôder à son aise quand il ne dort pas. Ah ah, Barnet nous en a bel et bien débarrassés ce soir. Bien que M. Crackit rit tout bas et prononçât ces mots d'une voix à peine intelligible, Saïx lui ordonna impérieusement de se taire et de se mettre à l'œuvre. Tobie obéit et posa sa lanterne à terre. Puis il se planta contre le mur, sous la petite fenêtre, les mains appuyées sur ses genoux, de manière à ce que son dos servît d'échelle. Aussitôt Saïx grimpa sur lui, fit passer doucement Olivier par la fenêtre, et sans le lâcher, lui fit prendre pied à l'intérieur. « Prends cette lanterne, » lui dit-il en jetant un coup d'œil dans la chambre. « Tu vois l'escalier en face ?»« Oui, » murmura Olivier, plus mort que vif. Saïx lui désigna la porte d'entrée avec le canon du pistolet et l'avertit de songer qu'il serait tout le temps à la portée de l'arme et que, s'il bronchait, il tomberait mort à l'instant. « C'est l'affaire d'une minute, » dit Saïx toujours à voix basse. « Je vais te lâcher. Marche droit, attention. »« Qu'est-ce » chuchota Crackit. Ils écoutèrent attentivement. « Rien, » dit Saïx en lâchant Olivier. « Allons, à l'œuvre. » Dans le peu de temps qu'il avait eu pour rassembler ses idées, l'enfant avait pris la ferme résolution, dût-il lui en coûter la vie, de gagner l'escalier et de donner l'alarme. Plein de cette idée, il se dirigea vers les degrés, mais à pas de loup. « Ici !» s'écria tout à coup Saïx à haute voix. « Ici ! Ici !» Cette exclamation soudaine, au milieu d'un silence de mort, et d'un cri perçant qui la suivit presque aussitôt, effrayèrent Olivier au point qu'il laissa tomber sa lanterne et ne sut plus s'il devait avancer ou reculer. Un second cri se fit entendre. Une lumière brilla au haut de l'escalier. 2 hommes terrifiés se montrèrent à demi vêtus sur le palier. L'enfant vit une lueur subite, de la fumée, entendit une détonation et le bruit d'un craquement dont il ne se rendit pas compte, puis il chancela et tomba à la renverse. Saïx avait disparu un instant, mais il s'était relevé et avant que la fumée fût dissipée, il avait saisi l'enfant au collet. Il déchargea son pistolet sur les 2 hommes qui déjà battaient en retraite et enleva Olivier. « Serre-moi plus fort » lui disait Saïx en lui faisant franchir la fenêtre. « Donne-moi un châle, Tobie. Ils l'ont atteint. Vite ! Damnation ! Comme cet enfant saigne !» Le bruit d'une cloche agitée vivement vint se mêler au fracas des armes à feu et aux cris des gens de la maison. Olivier sentit qu'on l'emportait d'un pas rapide par un chemin raboteux. Peu à peu le bruit se perdit dans le lointain. Un froid mortel le saisit,
et il s'évanouit.